Donc, j'appelle Emmanuel Carrara du groupe Roger Martin, Lionel Chabalier de Prévensem, Christophe Desplat de la Caisse nationale d'assurance maladie et Xavier Sachs de JSP Safety. Et effectivement, la question a été lancée, je n'avais pas vu. Donc vous pouvez y répondre. Ceux qui n'ont pas scanné le QR code, vous avez toujours le site là et le code à rentrer, si jamais. Et pour les messieurs de la régie, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais il nous manque un micro. Ah, il est là? Il est arrivé? Ah bah, nickel. Super. Alors, on a des résultats qui s'affichent et qui vont pouvoir guider nos intervenants. Sachant qu'on va démarrer avec une petite introduction sur les enjeux en termes de santé, avant d'avoir un petit rappel réglementaire de la part de Monsieur Chabalier. Alors, on est mitigé. Je dirais qu'on est mitigé. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais on n'est pas sûr d'appliquer correctement les dernières évolutions, donc c'est pas mal de faire un petit rappel. Je vais déjà, là, vous êtes assez nombreux, je vais peut-être vous laisser vous présenter un à un, et puis et on commencera par les enjeux en termes de santé après. Donc je vais commencer, Lionel Chabalier, je suis responsable technique chez Prévensem et je m'occupe donc de tout le processus mesurage, que ce soit les mesures de bruit, de vibration et donc la poussière. Donc Emmanuel Carrara, responsable de labo et QSE dans l'entreprise Roger Martin pour la partie industrie, donc béton carrière. Et puis je suis là aujourd'hui en tant que pilote de la commission santé et sécurité de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, Xavier Sachs. Donc moi je suis responsable grand compte chez JSP. JSP est un fabricant d'EPI et notamment de la tête. Voilà. Et Christophe Desplat, je suis ingénieur conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie. J'ai en charge notamment votre beau secteur d'activité, mais pas que, aussi le bâtiment, les travaux publics et d'autres secteurs tels que le bois, la céramique, le verre, etc. Très bien, merci à tous. Et bien donc on va commencer avec vous, Monsieur Desplat, justement sur un petit rappel des enjeux en termes de santé quand on parle de poussière et peut-être risque chimique de façon plus générale. Alors d'une façon plus générale, en fait, l'être humain, il n'est pas fait pour respirer n'importe quoi, en fait, si vous voulez. Donc tout ce que vous respirez qui est sous forme de poussière, sous forme d'aérosol, etc., ça a pratiquement tout le temps un impact sur la santé. Alors, concernant la silice cristalline alvéolaire, l'impact, il est connu depuis longtemps. Ça fait l'objet d'un tableau de maladies professionnelles qui est le numéro 25, donc qui doit dater des années 30 environ. Il a été enrichi peu à peu au fil du temps. Les dernières évolutions, c'est la prise en compte du cancer bronchopulmonaire lié à la silice cristalline, mais la silice cristalline, alors ça a fait beaucoup réagir les professions, pas uniquement votre profession, mais les professions. Mais bien avant, tout le monde connaissait la silicose, qui est une maladie. Alors c'est pas un cancer, la silicose, mais c'est une maladie dégénérative comme de la même façon, quoi, si vous voulez, quand vous commencez à être atteint d'une silicose, vous n'en guérissez jamais, quoi. En fait, tout ce que vous pouvez espérer, c'est diminuer les effets. Et puis il y a bien d'autres effets. Alors, comme à force d'en mettre et puis de ne pas en enlever, j'ai le cerveau qui commence à être plein, donc j'ai pris des antisèches, si vous voulez. Mais voilà, alors effectivement, les problèmes, entre 2001 et 2017, il y avait 4500 problèmes de santé en relation avec le travail. Ça, c'est l'ANSES qui le dit, en fait, qui mettait en cause la silice cristalline. Les pathologies les plus nombreuses, c'était les cancers bronchopulmonaires, et puis la silicose, et puis ensuite, après, des bronchopneumopathie, excusez-moi, chroniques. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y avait 4 secteurs d'activité qui étaient concernés. En premier lieu, la construction, et puis aussitôt après, les industries extractives. En fait, donc voilà, vous êtes en plein dedans, mais ce n'est pas un scoop pour vous, je suppose. Et puis, de l'autre côté, il y a les maladies professionnelles. Alors, les maladies professionnelles, ce sont les maladies qui ont fait l'objet d'une déclaration et d'une reconnaissance. Le processus est un petit peu différent. Donc, vous avez peut-être moins de pathologies qui ont fait l'objet de ce traitement administratif,
déclaration, reconnaissance, instruction. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser à la fois aux maladies professionnelles reconnues, mais aussi à celles qui peuvent être détectées par des organismes tels que l'ANSES. Voilà. Si je ne veux pas noircir le tableau, il est déjà suffisamment important comme ça. De nombreux organismes, le NIOSH aux États-Unis, d'autres organismes en Europe aussi se penchent sur les effets éventuels de la silice cristalline, sur de possibles effets de cancer des voies urinaires, vessie, etc. Ce n'est pas prouvé actuellement, mais c'est toujours très très difficile parce qu'il faut avoir des cohortes de personnes qui n'ont jamais rien respiré de leur vie, avec d'autres qui ont été exposées, et toutes choses égales par ailleurs, c'est vraiment très compliqué. Enfin bon, toujours, je reviens à ce que j'ai dit au départ, on n'est pas fait pour respirer des petites choses qui rentrent dans nos poumons, en fait. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon, bah voilà, donc des enjeux graves en termes de santé, on le savait, vous l'avez rappelé, et du coup, ce qui est effectivement ce qui est important comme donnée, c'est de ne pas regarder que les maladies professionnelles, mais d'élargir un peu le spectre, parce que tout n'est pas forcément encore reconnu. Je reviens sur la question de tout à l'heure où on était un peu mitigé sur la connaissance du règlement et de ses évolutions. Monsieur Chabalier, est-ce que vous acceptez de nous faire un petit rappel? On va essayer, oui, bien sûr. Et j'espère qu'à la suite de la présentation, les personnes qui ont répondu « je ne sais pas » passeront probablement au « oui ». Ça sera bien le but. Alors, ça sera rapide, mais la présentation, mais alors, les textes réglementaires, donc qui parlent de cette réglementation, on a le décret 2013-797. Celui-là, il est réservé, on va dire, aux mines et carrières. Il introduit, on va dire, principalement la VLEP alvéolaire dans le milieu extérieur. Il y a tous les articles donc, que vous connaissez sur les agents chimiques dangereux du 4412-1 au 160, qui comprend la partie CMR, puisque je le rappelle, donc, depuis le 1er janvier 2021, les travaux exposant la silice sont classés comme CMR. Donc si vous êtes en présence de silice, de quartz, tout ça, vous avez cette partie-là qui s'applique. Et après, il y a le 42-22-10 sur les locaux à pollution spécifique qui est, donc si vous êtes soumis, introduit 2 nouvelles VLEP, une pour l'inhalable et pour l'alvéolaire, respectivement à 4 et à 0,9. Donc ça, c'est les 3 grands textes réglementaires pour l'empoussiérage. Ils commencent tous, on va dire, à peu près de la même façon. C'est la première chose à faire, c'est bien évidemment l'évaluation du risque. Donc, dans le Code du travail, il n'y a pas de mode opératoire ou de procédure qui détermine comment on va évaluer son risque. Mais vous avez, je suppose que vous l'avez soit feuilleté, soit su, mais il y a un guide, donc le guide empoussiérage fait par l'UNPG, qui s'appelle Prévention des risques liés aux émissions de poussière en carrière. Il parle aussi de l'environnemental, mais il y a une grosse partie en fait sur l'exposition des personnes. La dernière version date de décembre 2022 et celui-là vous propose une méthode pour évaluer votre risque, notamment par la mesure, par des moyennes, et vous permet de classer et de savoir en fait par la suite quelles sont les mesures à mettre en place, enfin, les mesures à faire, mesures techniques, les actions, voilà. Et donc, Madame Carrard vous en parlera après, mais il y a, on va dire, son petit frère qui vient de sortir. Je vois que plusieurs sont longs devant eux. Donc, c'est le guide des bonnes pratiques. Voilà, donc qui est tout récent, qui est une petite synthèse en fait de ce guide en poussiérage qui est assez costaud. Du coup, cette évaluation, alors si elle est complète, elle va vous permettre de savoir si vous êtes soumis à une certaine partie de mesure, donc ce qu'on va appeler les contrôles réglementaires ou le contrôle technique. Elle peut, cette évaluation aussi, vous montrer, qui vous montre en fait des résultats. Vous n'avez pas assez de données pour évaluer votre risque correctement, et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va faire, je vois le premier thème, ce que j'ai marqué en EV, c'est-à-dire des mesures d'évaluation. Alors, ces mesures d'évaluation, comme on les appelle comme ça, c'est des mesures où vous êtes plus, vous, acteur, dans le sens où c'est vous qui faites la mesure sur votre site. Vous pouvez demander à un organisme de vous donner des appareils. Vous faites la mesure, vous, en interne. Vous occupez des appareils, de la prise d'information.
Et à partir de là, ben voilà, vous avez votre résultat. Ces mesures-là ne servent que pour une partie d'évaluation, parce qu'après, si vous avez déterminé que vous avez un niveau de risque, alors on ne parle plus de risque faible, tout ça, mais de risque, même s'il est maîtrisé, comme il est dit dans le guide, ou un risque qui commence à être important, la réglementation va imposer de passer soit par du contrôle réglementaire ou du contrôle technique, et là, c'est forcément par un organisme accrédité, donc accrédité par le COFRAC. Le contrôle réglementaire, la spécificité, c'est une mesure unique. En fait, voilà, vous voulez faire une mesure sur un seul GES pour réévaluer votre risque ou pour avoir plus d'informations, parce que si on fait une mesure par un organisme, le but, c'est bien d'avoir une personne de cet organisme qui reste sur le site, qui prend toutes les infos et qui s'assure du bon déroulement là, des mesures. Donc là, voilà, cette mesure-là, on l'a fait sur un seul GES et une seule mesure. Par comparaison, le contrôle technique, ben, c'est certainement ce que vous connaissez, les séries de 3 mesures, enfin les campagnes de 3 mesures, qu'on peut renouveler plusieurs fois. Je sais que c'est peut-être ça qui perturbe souvent sur cette réglementation. Est-ce qu'on est en première, deuxième, troisième campagne, en contrôle périodique? Des fois, on nous dit, à la fin, il y a ce diagnostic statistique. Je ne pourrais pas en parler là, sinon on en parlerait pendant 1 heure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué, cette partie-là. Mais sachez que voilà, si vous avez de la silice sur votre site, il n'y a peut-être pas de question à se poser, c'est le contrôle technique qu'il faut appliquer. Si vous n'avez pas de silice et vous avez des niveaux alvéolaires un petit peu élevés, là, vous allez pouvoir passer sur du contrôle réglementaire. Et si tout est bon, ben là, libre à vous de faire les mesures de contrôle en fait, que vous voulez. Voilà, si je synthétise un petit peu en termes de mesures. J'ai voulu rajouter un petit truc sur le prélèvement qu'on appelle soit distinct ou séquencé. En fait, si les opérateurs portent un APR, ça, en fait, quand vous demandez à un organisme de faire vos mesures, et si vos opérateurs portent un APR, alors réglementairement, il n'y a pas d'obligation de distinguer par 2 appareils la mesure, c'est-à-dire voilà, de changer l'appareil quand l'opérateur porte un masque et quand il n'en porte pas. Mais en termes de résultats, je vous le dis clairement, on peut avoir des résultats en dépassement de VLEP, alors que la réalité, c'est qu'il ne serait pas en dessous des 10%, mais peut-être à 20 ou 30. Donc en fait, on peut, et c'est clairement dit, il y a un biais très élevé si on utilise un seul prélèvement au lieu de plusieurs pendant les phases de port de protection respiratoire. Cette méthode de prélèvement distinct ou séquentiel peut aussi être utilisée quand on veut distinguer des tâches. Et donc, en fait, en gros, avoir plus d'informations. Je prends l'exemple d'un pilote d'installation. Vous faites une mesure avec un seul appareil. Ça vous donne un résultat. Ce résultat est un petit peu élevé, mais vous ne savez pas le commenter. Vous avez un descriptif de tâche, mais vous ne savez pas forcément ce qu'il a fait. Et pour vous, c'est l'activité de ronde qui est en cause. Vous pouvez ça, sous une prochaine mesure, le séparer en 2 et vous dire, je prends un premier appareil pendant le poste de commande, l'activité au poste de commande, et un deuxième appareil quand il sera à l'extérieur. Et je vous dis, je prends cet exemple parce que je sais où je veux en venir, c'est que généralement, on a des postes de commande où on est clairement surpris du niveau à l'intérieur. Et la ronde de surveillance a son impact, mais d'un coup, on se rend compte, ah mais mince, dans le poste de commande, en fait, même s'il y reste toute la journée, il est peut-être à 20% de la VLEP du quartz. Alors que clairement, le poste de commande, on l'aurait mis en termes d'action, et c'est le 3e point, on l'aurait mis en dernier. Alors qu'en fait, potentiellement, le poste de commande, si en plus c'est un endroit où l'opérateur va passer 6 ou 7 heures dans sa journée, c'est peut-être celui-là où il faut placer ses premières actions. Donc la distinction des tâches est une solution possible. Donc forcément, vous comprenez bien que c'est un coût supplémentaire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'ensemble des 3 mesures. Vous pouvez faire du ponctuel sur certains prélèvements. Donc ça, c'est les obligations. Donc on évalue, on mesure, on réévalue grâce à ces mesures et, bien évidemment, il y a de la mise en place d'actions. Qu'est-ce qu'il dit le Code du travail? Vous devez obtenir les plus bas niveaux possibles en termes d'exposition des salariés.
Et donc, pour cela, donc, vous connaissez tous, on va dire, les principes généraux de prévention. Bon, supprimer la silice, s'il y en a, ça sera très compliqué. Par contre, on va jouer sur la méthode de travail et, par exemple, matériel. Méthode de travail, en fait, soit alors on peut avoir des méthodes différentes par deux opérateurs qui effectuent la même tâche, soit alors une méthode qui est mal appliquée. Vous avez peut-être mis en place une procédure, il faut que la méthode de travail qui a été définie soit bien utilisée. Et en fait, clairement, on peut vraiment jouer sur cette partie-là. On va avoir après les équipements de protection collective. Là, réglementairement, vous êtes tenu d'en assurer la vérification et le maintien. J'ai pu parler à midi avec certaines personnes qui m'ont dit que des fois, ils se sont rendus compte après, même que ce soit après les mesures, qu'un système en fait était défaillant, mais ils n'ont pas eu la remontée d'informations de la part des opérateurs sur site. Et donc ça passe, ça peut passer en fait par cette vérification, par cette vérification routinière. Et donc voilà, il faut. Et si justement un équipement n'est plus fonctionnel, ça doit modifier votre évaluation du risque. Parce que si vous avez utilisé des résultats qui étaient bons parce qu'un EPC était actif, là, s'il est en panne, là, ça ne marche plus. Après, bien évidemment, on le sait, en carrière, on va passer par des équipements de protection individuelle. On vous en parlera après en suivant, mais c'est indispensable en carrière, notamment pour les activités, on va dire, de maintenance. Mais là aussi, il y a une obligation d'entretien et de formation. On le verra sur le port. Est-ce que le masque est bien porté? Est-ce qu'on a choisi le bon? Je vous ai mis en référence là, un document de la DNRS et l'AED 6106 qui peut vous aider sur le choix du masque, sur la façon dont on doit l'entretenir. Et ça me fait revenir sur la partie mesurable, où quand je vous parlais qu'on peut faire des prélèvements distincts. Si vous faites un prélèvement où il y a une mesure qui ne concerne que le port d'un APR, une mesure de tâche, vous allez avoir une concentration sur cette activité-là. Et du coup, cette concentration-là, vous allez pouvoir la mettre en relation avec le FPA du masque à utiliser. Donc, et clairement, le but, c'est de passer à une valeur qui serait une valeur en dessous de la VLEP sur ce niveau-là. Après, en termes d'action, bien évidemment, il y a la partie avec les dépassements là, de VLEP. Donc, si vous avez de la silice, dépassement de VLEP, c'est arrêt du travail au poste et mise en place d'actions obligatoires, ça vous le savez. Ou sinon, c'est un port de masque si l'activité en fait, ne peut pas être arrêtée. Et enfin, je terminerai avec là un dernier point et qui, pour moi, est pour le coup très important aussi, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'information là, des travailleurs. Vous avez mis en place des actions, les procédures ont été renouvelées, mais on a ajouté une nouvelle parce qu'on s'est rendu compte quand il y a un EPC qui tombe en panne, il ne faut plus intervenir sur telle zone. Il faut bien évidemment en informer les travailleurs et s'assurer du maintien de cette information. J'ai mis d'autres exemples parce que j'en parle là des situations qu'on a pu voir, des stocks d'APR qui manquent. Enfin, oui, il n'y a plus de filtres, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a une vitre d'un engin qui casse? Et surtout, cette information-là, la donner à toute personne, dont notamment les nouveaux embauchés, et aussi, et je terminerai là-dessus, en changement de poste. C'est pas parce que une personne qui travaille depuis 10 ans dans la carrière, mais qui était chauffeur de chargeur, il passe pilote d'installation. Quand vous faites les quarts d'heure sécurité, que vous parlez de ces procédures, peut-être que quand les procédures concernaient le pilote d'installation, il les écoutait peut-être pas. Donc voilà, les changements de poste, ça aussi est très important. Merci beaucoup. Merci pour ces rappels. Donc normalement, là, tout le monde a à 100%, enfin tout le monde a tout compris. Si jamais c'est pas le cas, ce qui est possible, on va passer à la partie outils et bonnes pratiques qui vous permettent justement de vous rappeler tout ce que Monsieur Chabalier a dans la tête, mais que tout le monde n'a pas de nature, de façon innée. Et donc notamment le guide des bonnes pratiques. Effectivement, beaucoup de personnes l'ont dans la main. Il est à disposition dans la salle. À côté de la porte d'entrée. Et du coup, c'est Madame Carrara qui va nous raconter un peu le travail qu'elle a mené autour de ce guide. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est un guide des bonnes pratiques finalement?
les guides des bonnes pratiques, c'est une aide à destination de nous tous, des responsables d'exploitation, animateurs sécurité ou même salariés. Ça ne constitue pas une référence réglementaire, mais c'est un très bon facilitateur pour nous aider à mettre en place des outils et des actions pour tous les risques inhérents à nos sites. Très bien, donc ça vulgarise un petit peu. C'est ça. Sont rédigés par l'UNICEM, souvent avec la CARSAT, avec Prévensem. Et à ce jour, il y en existe 23. Donc sur 23 risques, les principaux risques qu'on peut trouver sur nos sites. Donc c'est vrai qu'on fait une petite aparté sur les guides en général aujourd'hui parce qu'il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Si je dois parler de ma dernière expérience avec les guides, il y a quelques mois, on m'avait demandé de remanier tous nos protocoles chargement-déchargement pour nos carrières. Et je me suis appuyée sur le guide... Pardon, c'est un petit peu... Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Sur le guide du transport d'ébène, et ça m'a vraiment permis de rechecker tous les risques liés au transport d'ébène sur nos sites et de vérifier que tous les axes de prévention étaient bien notés dans les protocoles chargement-déchargement qu'on envoyait à nos clients ou à nos transporteurs. Donc c'est un exemple d'utilisation des guides qui sont à notre disposition. D'autant que ces guides, ils sont mis à jour régulièrement, c'est ce que vous avez fait. Pour le guide sur l'exposition aux poussières. Ouais. Donc on l'a remis à jour, ça doit faire à peu près 18 mois qu'on est sur le sujet. Il existait déjà, il était là depuis 2016, mais comme vous avez dit, depuis le 1er janvier 2021, et le fait que la silice soit passée en CMR, et que les travaux exposant à cette poussière de silice faisaient partie des procédés cancérogènes, il nous a paru très important de remettre à jour le guide. Et du coup, comment on s'y prend ? Est-ce que vous avez une méthodologie de travail spécifique ? Alors d'abord, c'est lors d'une commission santé-sécurité donc de Bourgogne-Franche-Comté qui nous a paru très important de le remettre à jour. On s'est rapproché forcément de la CARSAT, qui est expert en risques chimiques pour cela, et puis de Prévensem en tant que préventeur sur les sites parce qu'ils nous connaissent très bien. Donc on a créé un groupe de travail avec toutes ces personnes. On s'est réunis tous les trimestres, et donc ce que je vous disais, ça fait bien 1 an et demi qu'on est sur le dossier. Donc on s'est appuyé sur le guide de l'UNPG dont on a parlé tout à l'heure, sur le code du travail évidemment. Et puis notre difficulté, mais notre but principal, c'était vraiment de vulgariser ces documents qui sont quand même assez lourds pour aider les responsables d'entreprise à mettre en place toutes les actions en fonction des types de poussières qu'ils avaient sur leur carrière. Donc typiquement, demain, vous rentrez dans vos entreprises, vous vous souvenez vaguement que vous n'étiez pas à jour sur les évolutions réglementaires, mais vous n'avez plus qu'à référer au guide des bonnes pratiques, c'est ça ? Voilà. Bon, super. Vous avez autre chose à rajouter ? Je vais juste vous dire comment le guide est fait. Oui. Donc en première partie, il y a un rappel sur les 3 types de poussières, donc inhalables, alvéolaires et alvéolaires siliceuses, avec leurs enjeux sur la santé et les VLEP dont vous avez bien tout détaillé. Ensuite, on a une partie sur l'évaluation des risques à faire par l'employeur, donc avec les mesures, enfin la création des GES, les mesures, et puis la sensibilisation, la vérification des EPI, des EPC, etc. En 3e partie, il y a la synthèse des obligations réglementaires, dont, en fonction du risque qui a découlé de l'évaluation, donc s'il est maîtrisé ou non maîtrisé, donc avec, comme vous l'avez déjà expliqué, les différents types de mesures et les actions en cours. Et puis dans ce guide-là, on a un peu plus insisté par rapport au précédent sur des photos très concrètes de tous les moyens de prévention et des bonnes pratiques qui existent. Donc il y a une dizaine de pages de photos qui peuvent aider les responsables d'entreprise et les personnes qui s'occupent de la sécurité pour faciliter les actions. Et voilà. Et en dernier, le petit QR code qui vous ramène à tous les documents qui ont été cités, qui a été notre base de travail. Voilà, bien, merci. Je pense que j'ai tout dit. Ça a l'air très complet et très simple d'accès.
Ce qui est important aussi quand Oui. on se plonge dans un Oui, sujet je aussi pense que- touffu que celui-ci. C'est ça. Donc c'est pas mal. On va passer à un deuxième outil concret avec Monsieur Desplat, où il y a un programme de subvention risque chimique qui existe, porté par l'assurance maladie. Alors, il y a un programme de prévention et De des subventions. prévention et de subvention, oui c'est vrai, mais moi comme je ne suis intéressée que par l'argent, finalement, je n'ai pensé qu'à ça. Et je suis sûre que c'est un sujet qui intéressera tout le monde, mais du coup, est-ce que vous voulez bien nous présenter le programme dans son ensemble et faire un petit focus sur les subventions peut-être à la fin? Alors, le programme dans son ensemble, effectivement, le risque chimique est un des risques les plus importants, effectivement, au niveau des risques professionnels. Et nous avons un programme qui vise, sur les 4 prochaines années, à accompagner environ 5000 entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Les caisses ont fait un peu comment dirais-je, se sont interrogées sur les secteurs qui étaient les plus concernés dans leur région. Certaines ont décidé de mixer les secteurs d'activité, d'autres ont préféré se concentrer sur des secteurs d'activité. Toujours est-il que dans votre profession, vos professions, en fait, hein, la production de minéraux et puis la réalisation de la production de béton prêt à l'emploi, il y a 75 entreprises qui sont ciblées par ce programme. Peut-être qu'elles sont quelques-unes dans la salle, peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est si à un moment donné, votre caisse régionale, alors soit votre CARSAT, soit l'ACRAVIF, si vous êtes en Île-de-France, je pense si vous venez des départements d'outre-mer, si vous êtes ciblé par les CGSS, et qu'on vous dit, ben voilà, il y a le programme Risque Chimique Pro, il faut rentrer dedans et faire progresser la prévention des risques professionnels. Alors, surtout, haussez pas les épaules, tournez pas les talons. D'abord, c'est votre assureur des risques professionnels qui vous dit, je vous le demande, donc on répond toujours à son assureur des risques professionnels, généralement, en fait, hein, c'est comme ça. Et puis ensuite, ce programme-là, moi, ce que j'essaye de faire à mon niveau, au niveau national, puisque je n'ai pas vocation à aller dans les entreprises, j'essaye de capitaliser les bonnes pratiques et puis de les faire connaître et de faire valoir ceux qui seraient encore un peu hésitants que justement ce programme-là c'est plutôt pas mal et qu'on est plutôt là pour vous aider plutôt que pour vous enquiquiner. Et donc le programme, c'est tout simplement, hein, c'est en quoi suis-je concerné, est-ce que je peux bâtir un plan d'action, je mets en œuvre mon plan d'action, une fois que j'ai mis en œuvre mon plan d'action, je vérifie que ça marche, hein, je fais des mesures, je fais de la maintenance, voilà, c'est quelque chose de très très simple. N'hésitez pas. En tout cas, si vous êtes concerné, si vous vous étiez dit la caisse me casse les pieds, le message que je vais vous faire passer, c'est non, prenez votre téléphone, appelez-la et rentrez dans le sujet. Et puis alors le deuxième volet, on a effectivement des aides financières. Alors, c'est à la fois simple et compliqué parce que c'est de l'argent public, donc vous êtes à la sécurité sociale, nécessairement c'est un petit peu compliqué, on demande toujours des trucs, on demande par exemple est-ce que vous êtes à jour de vos cotisations, parce qu'on ne donne pas d'argent à des gens qui nous en doivent, voilà, c'est des choses aussi simples que ça. Ces aides financières, alors il y a des aides financières qui sont destinées aux entreprises de moins de 200 salariés, des aides qui sont destinées aux entreprises de moins de 50 salariés, effectif national. Si vous êtes une entreprise, un groupe de 2500 salariés et que vous avez une filiale qui fait 50, c'est bon, en fait, elle fait moins de 200 parce que c'est une filiale. Si c'est un centre de profit qui fait moins de 50, non, l'effectif national, c'est 2500. Donc elles sont destinées à différentes tailles d'entreprises. Pourquoi ces tailles d'entreprises ? Parce que la tarification accident du travail et maladie professionnelle est ainsi faite que si vous avez un effectif qui est supérieur à 200 salariés, plus vous allez faire d'efforts en matière de prévention et plus vous allez avoir un retour sur investissement par vos cotisations qui vont diminuer. Et puis si vous êtes dans une entreprise qui est plutôt proche de 30 ou 40 salariés, vous allez faire beaucoup d'efforts et malgré tout, vous avez une partie de votre taux de cotisation qui est un taux collectif qui dépend des efforts de l'ensemble de la profession. Et si votre voisin ne fait pas d'efforts, alors vous en faites, finalement, vous êtes un petit peu pénalisé. Donc c'est pour ça que
ces subventions, elles sont destinées finalement à faire un retour vers les entreprises. C'est à propos des cotisations qu'elles ont versées, là où elles ont fait des efforts ou là où elles souhaiteraient faire des efforts. Qu'est-ce que je peux dire? Alors pour les comptes... J'ai une question du coup. Vous disiez tout à l'heure, si vous êtes ciblé par votre caisse, appelez-la. Enfin, ne faites pas. Mais et du coup, si on n'est pas ciblé et qu'on aimerait bien bénéficier de ce programme, est-ce que c'est possible? Appelez-la. Ok. Voilà. Appelez-la. Oui, parce que les subventions sont au service de notre programme, mais pas uniquement. Pas uniquement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, bon, on va parler franchement aussi, en fait, hein, si vous appelez la caisse en disant « Ah tiens, j'ai un programme j'ai un projet, je voudrais bien améliorer la prévention dans mon entreprise », le contrôleur ou la contrôleuse de sécurité va se rendre dans votre entreprise, il va dire « Ouais, c'est vachement bien, mais en visitant votre entreprise, j'ai vu qu'il y avait ça et ça qui allait peut-être moins bien ». Donc, voilà, il va y avoir une part de négociation. Généralement, le principe, c'est... on vous dit, oui, Banco, on peut vous aider, mais en contrepartie, ce qu'on vous a signalé, qu'elle n'est pas très très bien, pensez-y aussi, quoi, en fait, voilà. Et globalement, alors, je vais dire, vous aviez un investissement prévu de 100 000 euros, vous espériez avoir une subvention de 30 000, on va vous pousser à avoir un investissement de 110 000, et puis vous aurez une subvention de 35 000. Voilà, grosso modo, c'est ça que ça peut donner, quoi. Et donc tout le monde devrait être content parce que vous en aurez plus. Et nous, on sera content parce qu'il y aura plus de prévention des risques professionnels. Et puis, alors ça, c'était pour les préventions, les dispositifs concernant le risque chimique sur les subventions que l'on a. Et puis, sur le contrat de prévention, ça concerne finalement toute l'activité de l'entreprise. Pourquoi pas le transport, le risque chimique, les TMS, etc. Et puis il y a un dispositif qui existe jusqu'en 2027, parce qui a été négocié dans la loi des retraites, celle qui a cours actuellement et qui est aussi remise sur le tapis, c'est le FIPU, c'est le Fonds d'aide à l'investissement de la prévention de l'usure professionnelle. Donc là, si vous avez, quel que soit votre effectif, vous pouvez disposer de subventions. C'est très cadré, c'est un petit peu compliqué. Moi, si j'ai le premier conseil à vous donner avant d'appeler votre caisse, c'est d'aller sur notre site Amélie. Vous avez les liens, vous avez mis des beaux QR codes pour avoir toutes les précisions, puis ensuite contacter votre caisse. Très bien, merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sans prendre pouvez. trop de temps? D'une façon générale, on voit bien que vos professions ont fait beaucoup de progrès en matière de prévention du risque chimique. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je suis à la sécurité sociale. J'étais d'abord en région Pays de la Loire, ensuite en Île-de-France. Voilà, la profession progresse, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une véritable volonté de progression encore et encore. Ce que l'on constate quand même à notre niveau, c'est que vous avez mis en place des dispositifs de rabattage de poussière, en fait. Vous avez mis en place des dispositifs de capotage. C'est très très bien, mais du coup, il reste le personnel qui vient faire la maintenance derrière. Et le personnel qui vient faire la maintenance, lui, il va intervenir dans des ambiances qui sont hyper saturées en silice, en fait. C'est des exemples. Vous avez des ateliers aussi de maintenance de véhicules. Bon, vous y pensez peut-être pas forcément, mais à partir du moment où vous allez démonter une jante, un garde-boue, un pot d'échappement, etc., c'est truffé de silice, en fait. Donc les ateliers sont aussi des zones très, 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 très exposées. Et c'est peut-être dans ces zones-là, dans ces détails-là, sous les capotages, sur les interventions, lors du remplacement des cribles ou dans les interventions sur les cribles, que le risque principal se situe aujourd'hui. Donc, si vous avez un projet dans ce sens-là pour changer votre chaîne de production, revoir vos cribles, etc., c'est le moment de contacter la CARSAT, parce que vous allez faire des investissements qui vont durer très très longtemps, en fait. Et une fois que l'investissement est fait, c'est difficile de revenir derrière. Donc voilà, on peut vous aider et on vous aidera volontiers sur tout ce qui concerne la conception et la rénovation de vos outils de production. Très bien, merci.
Donc maintenant, on est très fort en règlement. On a un guide pour ceux qui ont une mémoire un peu moins bonne. Et on a un accompagnement possible, aussi bien humain que financier, finalement, sur les 2 volets. Je prends 10%. Bon, bah voilà. Moi aussi, du coup, je prendrai une petite partie. Et je vous propose qu'on passe à un dernier outil, un des derniers sur la chaîne des 9 principes généraux de prévention, les EPI. Et Monsieur Sachs, ici, va nous présenter tout seul, comme un grand. Alors, je ne sais pas si ils ont réussi. Voilà. Je ne sais pas non plus, je me posais la question. Ça va fonctionner. Ils vont le faire. Je les vois Bon, s'agiter. l'idée, c'est que les EPI, c'est quand même un sujet assez intarissable. On a voulu plutôt se baser sur un sujet important pour les EPI, et notamment pour les voies respiratoires, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'interviens au nom de JSP, mais c'est vraiment pour tous les fabricants de protection respiratoire. Il y a 2 piliers sur l'efficacité. Le premier pilier, je reprends un peu, je ne sais plus qui avait fait le temple de la prévention. C'est Michelin. Ouais, voilà, c'est Michelin. Il y a un pilier, souvent qui est bien traité, c'est que le pays soit adapté. Donc souvent on dit, ok, j'ai un risque poussière, je vais prendre un masque poussière, j'ai un risque gaz et vapeur, je vais regarder ce que c'est comme molécule et puis je vais regarder le type de filtre. Ça, généralement, c'est bien géré. Par contre, le deuxième pilier, c'est vraiment l'ajustement. Le fait que le masque soit ajusté au visage de la personne. À partir du moment où j'ai le bon masque dans la bonne situation face au risque, s'il n'est pas ajusté au visage, en fait, le masque il va servir à rien. Ça, c'est vraiment un point vraiment très important. C'est comme une paire de gants. J'ai une paire de gants, il y a plein de tailles différentes, parce que forcément, j'ai des personnes qui ont des mains différentes. Et souvent, on fait un parallèle en respiratoire avec un parapluie. C'est-à-dire que j'ai un parapluie, je suis sous la pluie, mais s'il est troué, au final, je ne serai pas protégé et je vais me retrouver à être exposé à la pluie, alors qu'en fait, je dois être vraiment bien protégé. Oui, et c'est d'autant plus important que c'est un risque invisible. Et oui, du coup, contrairement à la pluie, on le voit moins facilement. Oui, ouais. Surtout sur les particules fines et après sur tout ce qui est CMR et risque silice. Donc, pour accompagner, alors en France, c'est pas obligatoire, mais ça l'est pour l'amiante, mais ce qu'on appelle les fit tests, mais en français, c'est les tests d'ajustement. Donc, on va utiliser une machine qu'on va appeler un porte-à-compte et qui va vérifier l'étanchéité d'un masque. Donc, ça ne peut pas mentir, dans le sens où c'est une mesure faite par un appareil. Donc, l'exemple, c'est dans la pièce, on voit ici, alors je ne sais pas pour ceux qui sont au fond, on voit 2315 particules dans un centimètre cube dans la pièce. D'accord ? Donc, c'est de la poussière qu'on génère tous. Voilà. Donc, il y a 2 tuyaux. Il y en a un qui prend la mesure dans la pièce et un que je vais connecter au masque. Donc, je vais te demander. Je vais être cobaye, ça va être super. Voilà. Il y a un côté aussi très pédagogique dans cet outil. Donc là, il faut vérifier l'indicateur qui est à droite, qui va donner en fait le nombre de particules à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc là, on vient pomper l'air à l'intérieur et on voit que sur 2300 particules, je divise par 2, 2,5, 3 le nombre de particules à l'intérieur. Donc, on ne peut pas forcément se satisfaire de ce résultat. Ça ne veut pas forcément dire que le masque est mauvais, ça veut dire qu'il n'est pas ajusté et étanche sur son visage. Donc, on peut alors, si tu peux appuyer, voilà. Donc, voilà, on va dire aux compagnons de rester travailler comme ça. Donc, on voit qu'on arrive à faire baisser le niveau d'empoussièrement à l'intérieur, mais au final, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, on va serrer les élastiques, on va trouver des subterfuges pour que ça aille bien, mais on n'arrivera jamais à avoir un bon niveau de protection. Donc on va passer sur un autre type de masque. Donc là, c'est un masque pliable. Donc là, je pars sur un masque coque. Donc les deux, ce sont des FFP3.
Après, il y a des petits éléments. Voilà. Et au niveau du nez, il faut juste pincer. Voilà. Avec les deux mêmes doigts. Voilà. Pour avoir le même niveau de pression. Voilà. Donc là, j'ai mis un masque coque. Donc on voit le niveau qui baisse. Donc je vais arriver dans une zone. Alors là, je l'ai mis par rapport à l'amiante pour avoir à peu près une idée. C'est un facteur d'ajustement. On doit être supérieur à 100 pour être bon. Donc voilà, on voit le nombre de particules, 6, 7, 4, j'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est que d'un masque à un autre, alors que ce sont des FFP3, la jupe d'étanchéité est beaucoup plus large sur, par exemple, ce masque coque, mais que vous avez aussi chez d'autres fabricants, hein, et donc qui va rattraper tous les défauts qu'on peut avoir sur le visage. Par exemple, moi j'ai un grain de beauté, on peut avoir des fossettes, on peut avoir différentes caractéristiques sur le visage qui font que la barbe, ça c'est le pire des cas. Voilà. Ouais, les barbus, c'est un sujet qui pourrait bien... On pourrait passer des heures sur ce sujet-là. Donc là, voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous dire que voilà, d'un FFP3 à l'autre, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur, on voit les espèces de jupes qui font l'étanchéité avec la joue. Parfois, il y en a, il n'y a pas du tout d'étanchéité. Voilà. Donc là, il purge. On attend. Il faut respirer. Alors, normalement, si on fait un test d'ajustement, il y a 7 exercices à faire. Il faut se pencher, il faut parler, il faut tourner à droite, à gauche, la tête. Voilà, donc il faut attendre un petit peu. Voilà. Ouais, peut-être un petit réglage à faire. Après, ce qui est pratique, c'est que quand on a ce type de machine, quand on veut faire en outil pédagogique, en fait, on peut voir où se trouve. Voilà. Par exemple, là, c'est au niveau du nez qu'il y a un souci. Parce que si je pince le nez, on voit que c'est à 0. Donc peut-être qu'après, c'est une taille différente. Alors chez nous, vous avez 4 tailles parce qu'il faut s'adapter à toutes les morphologies. Mais ce qui est important, c'est que là, ici, vous avez aussi des cartouches. Les galettes, là, c'est du P3. Donc, en ayant 3 masques différents, réglementairement, on a à peu près on a le même niveau, le même facteur de protection, mais l'étanchéité n'est pas la même. Et s'il y avait vraiment qu'une chose à retenir, c'est que vraiment les masques, on croit que tous les masques se ressemblent et vont pour tout le monde, alors qu'en fait, si les fabricants passent du temps à trouver des masques différents, des designs, des styles et des prix différents. Voilà. C'est très confortable. Ouais, voilà. Non, mais... Il faut d'abord le haut. Hop, et le cou. Voilà. 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 Donc, voilà. Complexe sur le nez, mais... Et après, donc ça, c'est des solutions, Ah oui. on va dire, pression négative. Et après, vous avez des solutions positives. Donc, du coup, c'est un moteur qui va mettre de l'air à l'intérieur et on va être en surpression. Donc là, du coup, quand on parle de barbu ou porteur de lunettes ou quand on a une complexité d'accessoires, eh ben, on peut avoir des produits de ce style-là. Alors il existe aussi chez Clean Space, j'ai vu dans la notice où on est sur du TM, donc turbo masque. Là, on est sur du TH, c'est-à-dire turbo hood, c'est la cagoule ventilée. Et là, il n'y a pas besoin de fit test parce qu'on est sûr d'avoir le bon niveau et le bon facteur de protection assigné sur cet équipement. Voilà, par exemple. Donc ça veut dire qu'avec une barbe, il n'y a aucun masque comme non. ceci. Alors, en fait, nous, quand on passe les habilitations, on nous dit bien que quand on est barbu, on refuse de faire les tests d'ajustement, parce que le risque, c'est d'avoir un barbu qui passe et qui dise « Ah bah moi, ça marche ». Donc,
j'ai pas besoin. Donc du coup, barbu, on ne fait pas de fit test. Donc si vous avez à faire des tests d'ajustement, surtout, il ne faut pas que l'organisme s'amuse à faire le test d'ajustement, parce que ça peut décrédibiliser aussi le message. Par contre, sur les systèmes qui sont TH, TH2, TH3, là, on peut être barbu et avoir un système qui peut les protéger. Voilà. Et du coup, ces tests, ils sont obligatoires? C'est prévu dans la réglementation qu'il y ait ce type de test? Non, alors c'est pas obligatoire. C'est obligatoire que pour l'amiante. Par contre, nous, on nous a dit que ça serait peut-être plus l'assureur qui pourrait un jour dire bah, moi, on souhaite que les tests d'ajustement soient en place. Mais qu'au niveau français, quand on se dirige vers la Direction générale du travail ou l'INRS, aujourd'hui, personne ne va bouger en disant le fit test est obligatoire. En Europe, ça a tendance à bouger. Par exemple, l'Italie a rendu le fit test obligatoire, mais il n'y a pas de sanction prévue si on ne le fait pas. Voilà, c'est un peu à l'italienne. Voilà. Mais l'Espagne, c'est obligatoire. L'Allemagne, pas encore, mais ça va le devenir. La Hollande y réfléchit. Voilà. Et en Angleterre, forcément, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que c'est obligatoire. Voilà. On ne peut pas travailler si on n'a pas fait le test d'ajustement. Okay. Et il faut que ça soit fait avec tous les EPI sur la tête. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette belle démo. Si vous souhaitez faire d'autres démos dans vos entreprises de fit test, je suis dispo. J'apprendrai à mettre un masque d'ici là quand même. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions dans la salle qui peuvent être sur des sujets réglementaires, des sujets techniques? Vous avez été trop performant, quoi. Parce que moi, j'ai déjà posé des questions. Bon, bah, on peut peut-être rebondir un peu sur le guide, la façon dont, parce que vous avez travaillé ensemble, enfin en tout cas, peut-être pas vous deux personnellement, mais vos organismes, enfin avec Prévensem, vous avez travaillé. Comment ça se passe? Qui est garant finalement dans ces guides-là du règlement? Alors, moi, je n'ai pas directement participé au guide, mais bon, j'ai fait partie des personnes qui ont relu, et donc c'était une personne de chez nous, de chez Prévensem aussi, de la région de Dijon, qui a participé aux réunions. Mais après, de toute façon, c'est tout ce qui a été écrit ici, c'est une synthèse vraiment du guide UEPG, pour lequel, là, pour le coup, Prévensem avait amplement participé dedans. Donc, du coup, on était complètement acteur de ça, et dans le respect total de la réglementation. Du travail. Voilà. Très bien. Ouais. Oui, si je peux ajouter un petit mot sur le fonctionnement des guides. D'abord, vous avez vu, il y en a 23, hein, on l'a exposé. Systématiquement, sont revus régulièrement. Systématiquement, effectivement, il y a une région qui prend en charge cette revisite, on va dire, et cette révision. Il y a toujours un aspect réglementaire qui est regardé. On essaye de demander. Et puis surtout, ensuite, quand ce guide a été fait par un territoire, entre guillemets, il est soumis complètement à l'ensemble des adhérents au niveau de la commission santé-sécurité nationale, qui là émet encore des commentaires, etc. Et ensuite, il y a le bon à tirer qui arrive. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail... Alors d'abord, je remercie tous ceux qui participent à ce genre de choses. Et s'il y en a d'autres qui veulent encore se prononcer, ou en tout cas se proposer, nous sommes preneurs. On a encore une liste de guides. C'était mon petit quart d'heure pour un appel à propreté. Donc déjà, c'est ça. Et deuxièmement, c'est bien un travail qui est fait par les professionnels pour les professionnels. Et c'est très important d'avoir ce côté-là. Et ce travail qui est fait est un travail d'équipe, encore une fois, qui est validé par l'ensemble de la profession et qui est à disposition de l'ensemble de la profession. Il y a des questions, des réactions? Alors, oui. Peut-être oui. sur le travail en partenariat avec Prévensem, en pratique dans les entreprises, quand Prévensem intervient dans une entreprise, discute sur des mesures de prévention qui pourraient être intéressantes, je pense qu'assez souvent,
vous renvoyez vers les CARSAT en disant mais vous pouvez vous rapprocher de la CARSAT pour obtenir une subvention en fait. Et bon, on est tout à fait à l'écoute des projets qui auraient pu être proposés avec les collaborateurs de Prévensem. J'ai d'autres exemples avec le CERIB qui travaille avec les entreprises, les industries des produits béton et d'autres secteurs d'activité là. Donc ça fonctionne bien entre nous d'une façon générale. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce que vous avez travaillé sur un projet avec Prévensem que la CARSAT va vous dire bah non, vous aviez qu'à m'en parler avant. Elle vous dira montrez-moi le projet quand même, mais voilà, on pourra tout, bien sûr regarder l'ensemble de vos projets. J'avais une question pour M. Chevalier. En fait, je voulais seulement savoir, parce que quand vous avez parlé du contrôle réglementaire, vous avez parlé d'une mesure. C'est réellement une mesure ou c'est 3 mesures? Alors, parce qu'on parle du réglementaire. Oui, alors certains organismes appellent cette partie-là le contrôle non réglementé. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que la partie des 3 mesures, c'est ce qu'on appelle uniquement le contrôle technique. Et ça c'est la partie réglementaire qui permet de respecter l'arrêté du 15 décembre 2009 et qui dit, voilà, si vous êtes soumis à... vous avez des travaux exposant à la silice, donc il faut faire là des contrôles techniques. Le contrôle réglementaire, c'est une seule mesure, mais qui reste accréditée. Donc en fait, elle a plus de poids, j'allais dire, qu'une simple évaluation. C'est que je parlais au début, vous pouvez faire vous-même vos mesures. Elle a plus de poids et cette mesure réglementaire vous n'en faites qu'une seule, elle est obligatoire dans le décret 2013-797 qui parle de la VLEP alvéolaire en extérieur. Si vous estimez que votre risque, alors là pour le coup il parle de faible là-dedans, mais il n'est pas faible, vous devez faire une mesure réglementaire. Et c'est ça, c'est un contrôle réglementaire, mais c'est qu'une seule mesure. Et ça, c'est pour l'alvéolaire. Si vous avez la silice aussi, c'est le contrôle technique. Et en fait, un contrôle technique, c'est 3 contrôles réglementaires. Parce que c'est vrai que finalement, ça dépend des laboratoires. Pour ne pas les citer, ITGA, ils ne sont pas là aujourd'hui. Par exemple, pour eux, c'est des contrôles non réglementaires. Quand on fait une mesure. Il faut que la personne reste présente tout au long de la journée. C'est ça qui fait la différence. Bien sûr, le technicien, il est présent. Okay. Mais c'est vrai que là, je vois ils variante appellent ça, entre en Prévensem fait, et ITGA. ça fait bizarre quand on le sait, mais c'est que plusieurs organismes écrivent ça, mais ils écrivent. Alors c'est peut-être juridiquement vrai, hein, ce qu'ils écrivent, peut-être non, mais pas juste, mais ils écrivent contrôle non réglementé, parce qu'ils ne suivent pas l'arrêté du 15 décembre 2009 qui impose de faire 3 mesures par campagne. Okay. Mais en fait, à partir du moment où vous avez eu un logo, on va dire COFRAC ou quelque chose comme ça, on est sur une mesure qui respecte en fait tout le protocole de mesurage, mais pas l'arrêté du 15 décembre 2009. Et donc, ce n'est pas un contrôle technique en tant que tel. Ok, ben merci. Et j'ai une deuxième question. Quand vous avez parlé, quand il y a un dépassement de VLEP, notamment sur le quartz, donc sur la silice, c'est vrai que pour moi, j'avais compris que plutôt il y avait arrêt du poste de travail. Et là, vous avez parlé d'une autre solution. Si on ne peut pas arrêter le poste de travail, on va inciter le salarié à porter un masque. Alors, c'est plus qu'insister, c'est qu'il faut réagir immédiatement. Non, mais ce que je veux dire, un arrêt de poste, ce n'est pas inciter un salarié à porter un masque. Arrêt de poste, c'est-à-dire qu'on l'arrête à l'exposition. C'est arrêt du poste jusqu'à la mise en place d'action. Si votre action, c'est faire porter un masque, puisque clairement, on va être honnête, l'activité, des fois, elle ne peut pas s'arrêter, vous devez continuer à faire certaines tâches. Mais comment faire pour que la personne puisse travailler et soit en sécurité? On lui fait porter une protection. Jusqu'à ce que vous trouviez une solution, puisque le but, c'est le pays est quand même la dernière solution. Mais voilà, donc il peut... Et il y a autre chose aussi, c'est qu'un dépassement de VLEP peut arriver sur une seule mesure. Mais comme je l'ai dit, vous avez, avec le détail de l'activité, peut-être ciblé telle tâche. C'est celle-là qui a posé problème. Vous savez que la première et la troisième mesure sont bonnes. Il n'y a pas eu cette activité-là. Donc vous êtes sûr de vous. Ce qui pose problème, c'est ça. Ce qui a été fait ne sera pas refait d'ici 1 mois, parce que c'était une opération spéciale. Techniquement, vous n'avez pas d'arrêt de poste. Par contre, quand vous allez refaire cette tâche-là, il faudra modifier la façon de faire, soit en ayant mis en place des choses. Mais oui, et c'est écrit clairement, arrêt du poste au travail. Mais bon, ça c'est plus pour les postes très homogènes et typiques usines.
Si on a un opérateur de maintenance qui a fait un changement de crible, on sait que c'est ça, une fois qu'il a changé les grilles, il ne va pas le refaire le lendemain, peut-être sur un autre équipement, mais voilà. Donc, Alors, est-ce que finalement c'est une interprétation, c'est votre interprétation, ou c'est la réglementation? Après, c'est le code du travail, il n'est pas très... Non, mais bon, parce que c'est vrai qu'arrêt de ça, il poste, n'ira jamais. quand on le comprend, c'est que ça veut dire qu'on doit arrêter l'activité. C'est surtout mise en place d'action. Ok. Avec mise en place. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose, vous avez mis en place une action pour contrer ce dépassement. Enfin, voilà. Non, mais je le vois du côté préventif. Voilà. Ok. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, toutes ces mesures, elles sont là, non pas pour être en conformité avec le code du travail ou avec le code de ce que vous voulez, en fait. Toutes ces mesures, elles sont là pour vous aider à évaluer le risque et à prendre des dispositions, en fait. C'est le principe, en fait. Vous pouvez même, à un moment donné, si vous voulez faire évoluer votre outil de production parce que vous voulez améliorer le rendement, ce qui est tout à fait légitime, en fait. Hein. Vous pouvez vous lancer dans une batterie de mesures pour regarder tous les postes de travail et se dire, tiens, celui-ci, c'est peut-être celui sur lequel je dois investir un petit peu plus parce qu'il y a un problème. Voilà, voilà, je voudrais vraiment démystifier l'aspect réglementaire par réglementaire. C'est pas fait pour enquiquiner qui que ce soit. C'est fait pour mieux comprendre et trouver les solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en conclusion? Vous avez tout dit. Personne n'est frustré. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup.